Et pour ce Zoom, deux invités. À ma gauche, Pierre Cassan, fondateur et propriétaire du site Riposte laïque et qui vient de publier « Et la gauche devint la putain de l'islam » aux éditions Riposte laïque. Bonjour Pierre Cassan. Bonjour Martial. Et à ma droite, Bernard Anthony, président de la Griffe et auteur de plusieurs ouvrages, lui aussi, sur l'islam, notamment le dernier, l'islam ou la soumission au prophète. Bernard Anthony, vous avez, paraît-il, aimé le brûlot de Pierre Cassan. Est-ce que vous dessinez finalement pas le rassemblement des monomaniaques anti-islam? J'ai beaucoup aimé ce livre. Pas un peu, mais beaucoup aimé ce livre. Monomaniaque, sûrement pas, parce qu'on peut avoir quelques petites nuances, et qu'il n'y a pas que l'islam qui attire mon opposition, mais sur la question de l'islam, nous sommes en effet très proches. Vous parlez surtout, de putain de l'islam, c'est votre terminologie? Non, c'est la terminologie de Pierre. Mais ce que j'ai aimé, surtout dans ce livre de Pierre, ce sont les cibles, comme à la foire, qu'il désigne. Et là, c'est superbe. Attali, que je qualifie d'Attila, et je peux dire pour toi, Philoche, ce pauvre gars qui finalement, pour lequel Pierre a une certaine tendresse, mais qui fait un peu pitié. Caroline Fourest, alors là, Caroline, voilà, j'ai quelquefois dit, ma foi, après tout, si un jour je pouvais rassembler Caroline Fourest et Aurélia Boutelja, chacune sur mes deux jambes, qu'est-ce qu'on ferait pas, parce que Caroline Fourest, c'est une petite peste. Donc, voilà. Bernard-Henri Lévy, ah là 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 là. On va en parler des 12, on va en parler des 12 voilà. Qui sont retenus par Pierre Cassan. J'ai aimé ce livre, parce que là, il y a donc ceux ou celles sur lesquels Pierre tire, et il tire admirablement. Alors, Pierre Cassan, rendez compte, assis aux côtés de Bernard Anthony, si on vous avait dit, c'est quand même un peu anti-islamiste de tous les pays, unissez-vous? Alors moi je dirais patriote de tous les pays, unissez-vous. Moi c'est vrai que le premier souvenir, j'en ai jamais parlé avec Bernard d'ailleurs, le premier souvenir que j'ai de Bernard, je suis devant, j'ai eu la télé tard chez moi, mais je me revois, je suis devant une émission de télévision, je sais plus laquelle, et je vois Bernard qui proteste après la sortie d'un film. Je suis plus capable de dire lequel, mais j'écoute Bernard qui dit que le film offusque les catholiques, il est sifflé, et très franchement, si j'étais dans le public, je pense que je ferais partie des siffleurs. Et puis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a nos parcours. Et moi, aujourd'hui, j'ai rencontré pour la première fois Bernard, il y a quelques années, dans un débat dans la région lyonnaise. On a bu d'abord un petit verre de rouge avant de faire ce débat. Ça s'est très bien passé. On a pris acte de nos divergences. On a surtout pris acte de nos convergences. L'amour de la France, le refus de l'invasion migratoire, le refus de l'islamisation de notre pays, et on s'est dit que ce qui nous rassemblait, c'était beaucoup plus important que ce qui nous divisait, et qu'aujourd'hui, on avait un péril suffisamment grave pour mettre de côté quelques histoires sur le blasphème et tout, sur lesquelles peut-être nous serions en désaccord, sans parler d'autres sujets peut-être un peu plus tendus. Alors, on va revenir avec sérieux sur le sujet traité, bien évidemment, qui est l'islam. Mais auparavant, dans vos parcours de vie,
finalement, je regardais, tout vous sépare. Pierre Cassand, militant du Parti communiste, syndicaliste de la CGT. Dans le même temps, Bernard Anthony, à la même époque, vous êtes un anticommuniste primaire, secondaire, supérieur. Pierre Cassand, vous êtes un bouffeur de curé. Bernard Anthony, vous êtes un pilier d'église. Tout vous sépare. Et aujourd'hui, sur la lutte contre l'islam, convergence de lutte contre l'islam, pour voilà ensemble. Ce que vous ne savez pas et qui ne savez pas... C'est une hypocrisie, quoi. Juste il y a un moment, c'est que moi j'ai été élevé à la laïque dans le petit village de Bazette, au nord de Tarbes, et que tous mes petits copains à la primaire, ce sont des fils de républicains espagnols que je rencontre encore, et que ensuite, j'ai été effectivement d'abord, et je ne renie pas, un militant de l'Algérie française, un homme que l'on classerait à l'extrême droite, mot que je récuse parce que pourquoi extrême. Mais surtout, j'ai été un homme d'entreprise, et là, j'ai travaillé à tomber la CGT à l'aérospatiale avec la collaboration d'André Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière. Et que là, j'ai travaillé avec la fine fleur des anarcho-syndicalistes que je connais du fond du cœur en quelque sorte. Donc, j'ai fréquenté ces milieux de gauche parce que je connais bien tout cela. Et tant que j'ai été le DRH d'une grande entreprise, il n'y a pas eu une minute de grève. Et lorsque j'ai pu réunir la fine fleur des syndicalistes non communistes à Toulouse, eh bien nous avons remporté une belle victoire lorsque le CGT a perdu le comité central d'entreprise. Ça n'était pas rien. Donc ce monde de la gauche, je le connais bien. Je suis peut-être plus social que Pierre Tassin. Plus social que Pierre Tassin. Parce que quand Pierre Tassin écrit... Si j'étais dans un camp, c'est parce que j'ai toujours été convaincu qu'historiquement, la gauche était du côté des ouvriers et de l'ensemble du salariat. À part que toutes les lois sociales en France, depuis la Restauration jusqu'au Front populaire exclu, ont été le fait d'hommes de droite. Je lui ai rappelé tout à l'heure la loi de rétablissement du dimanche, le rôle 1903, la loi sur les logements insalubres, Benoît d'Azy, l'œuvre de la Tour du Pin, d'Albert Demain. C'est Édouard Herriot, qui n'était pas un homme d'extrême droite, qui disait un jour « Il faut bien reconnaître que ces hommes, c'est-à-dire les catholiques sociaux, ont été à la pointe de tous les combats sociaux. » Et je m'honore, moi, d'avoir été à la pointe de la réforme de l'entreprise et de tous les combats sociaux. Vous entendez cela, Pierre Cassand? Vous êtes à la fois l'homme qui a, pendant des décennies, fait des convergences de lutte. Vous en êtes réduit à la convergence de la lutte contre l'islam et vous vous faites traiter de militant antisocial. Alors, je vais quand même juste répondre. D'abord, je n'ai été qu'un an militant du Parti communiste. C'est vous qui le racontez, toujours, hein, mais je le confirme. Voilà. Je n'ai été qu'un an militant du Parti communiste et j'avoue que le stalinisme m'a toujours fait horreur. J'ai pensé trouver la réponse dans le mouvement trotskiste, qui me paraissait quelque part anticapitaliste, anti-stalinien et antifasciste. Parce que pour moi, le fascisme, c'était l'horreur. J'ai quand même été 38 ans membre de la CGT. Mais peut-être pas la même CGT que celle que Bernard a connue. Moi, disons, plus pluraliste. Moi, j'étais dans une CGT, j'entends Bernard qui nous raconte Force ouvrière, on n'a pas la même histoire. Moi, Force ouvrière, je suis le fruit de l'histoire de la grève du Parisien libéré. La grève du Parisien libéré, où des briseurs de grève de Force ouvrière ont fait le travail de grévistes de la CGT. Donc, on n'a pas forcément la même image. J'ai une image de la CGT où il y avait des anarcho-syndicalistes. Le syndicat des correcteurs était tenu par des anarcho-syndicalistes. La chambre syndicale typographique où j'étais était tenue plutôt par des francs-maçons. Donc, moi, j'ai l'image d'un monopole syndical de l'embauche que quelques-uns comme vous jugeront totalitaire, mais qui était extraordinairement pluraliste. Mais là n'est pas la question. Pierre, je suis plus social que Pierre Cassand. Je vais répondre. Moi, je suis un bac-3. Je n'ai pas fait de grandes études. Je ne dirais pas de famille modeste, mais je n'ai pas poursuivi d'études. Je suis un bac-3 et moi, j'en reste à des choses simples, c'est-à-dire ce que j'ai connu. J'ai connu le syndicalisme, je suis désolé, c'était les organisations syndicales qui demandaient du progrès social, c'était la gauche qui soutenait le progrès social, et on retrouvait souvent la droite
avec le patronat, contre le progrès social. J'ai été façonné sur cette lecture de la société. Après, je veux bien entendre que le monde n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des nuances, mais moi, j'ai toujours connu la gauche avec les travailleurs et la droite avec les patrons. Je reste sur cette question-là. Vous indiquez dans votre livre votre rupture avec la gauche. Elle est définitive quand vous dites que la gauche sociale, qui se dit laïque, est devenue, je vous cite, la gauche halal défendant le communautarisme musulman. C'est quand à quelle date vous vous apercevez de ce changement? Et est-ce qu'on peut mettre en cause l'idée que vous n'avez peut-être pas vu les choses arriver avant? Alors, deux choses. 1989, pour moi, le voile à Creil. Pour moi, ça c'est insupportable. 3 jeunes lycéennes qui sont dans un lycée à Creil, qui imposent le voile islamique soutenu par les islamistes, et la gauche qui se couche lamentablement avec Jospin. Donc sa première date. Je suis à l'époque délégué syndical CGT Livre, et j'ai d'autres choses à faire qu'à m'occuper de ça, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est une plaie, c'est une cicatrice. La deuxième chose, 2003, Sarkozy, qui est invité au congrès de l'UOIF, qui donne plein de gages aux islamistes, mais qui se sent obligé de rappeler, il est ministre de l'Intérieur, il se sent obligé de rappeler quand même un principe laïque, c'est que les femmes musulmanes, quand elles se font prendre en photo, retirent le voile. Et elles se font prendre en photo sans signe distinctif. Il est sifflé pendant plus de 10 minutes. Moi, j'alerte les copains de gauche, je leur dis on ne peut pas accepter ça. Sarkozy, c'est pas l'homme de droite qui a été sifflé, c'est le ministre de l'Intérieur d'une république laïque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde dit c'est pas grave, c'est un mec de droite, on s'en fout. Et on va dire qu'au fur et à mesure, je m'investis contre le voile à l'école, je m'investis contre l'islamisation de la France et je constate que la plupart des personnes qui me font face sont ceux qui étaient dans mon camp. Vous me demandez, Martial, si je n'aurais pas dû mettre mes lunettes avant. J'ai envie de dire, j'ai connu une gauche républicaine, j'ai connu une gauche laïque, j'ai connu une gauche qui n'acceptait pas finalement l'offensive cléricale dans la République laïque. Cette gauche a été battue et j'ai constaté, parce que je veux bien faire une autocritique selon le mode communiste, j'ai mis le temps à comprendre que la laïcité de cette gauche était une laïcité anticatholique et absolument pas une laïcité de séparation du religieux et du politique. Ils acceptent des catholiques, ils acceptent des islamistes, ce qu'ils refusent des catholiques. Bernard Anthony, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez la capacité de dire à Pierre Cassant que vous avez l'antériorité, que vous avez compris cela, et que même d'ailleurs, à travers vos ouvrages, dont l'islam ou la soumission au prophète est le dernier, mais à travers vos ouvrages, vous avez vous aussi d'ailleurs d'une certaine façon dénoncé la trahison, alors trahison de la gauche, mais aussi celle de la droite avec son idéologie immigrationniste. Vous n'avez pas cessé finalement de dénoncer la trahison de cette droite face à la montée de l'islamisme. Vous avez l'antériorité sur Pierre Cassant. Est-ce que vous en tirez un avantage, aucun. satisfaction particulière? Non, aucun. Ça serait une attitude stupide. Moi, je suis très, très content, finalement, d'avoir fait la connaissance de Pierre. Et je dirais qu'il y a plus de droite, au moins autant de droite chez Pierre qu'il y a de gauche chez moi. Parce que quand je lis dans ce très beau livre, sauf quelques détails, j'en ai pris un tout à l'heure, dans ce très beau livre, l'histoire de sa vie, et puis ses réactions. C'est un patriote, il n'aime pas les porteurs de valises du FLN. Or moi, dans mon engagement de jeunesse, ça a été le drame de ma vie, c'est que dans ma famille par alliance, il y avait un célèbre porteur de valises du FLN, l'abbé Robert d'Avezy. Et là, je lis que Pierre n'aime pas les porteurs de valises du FLN, il n'aime pas les traîtres. En fait, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui? Des choses qu'on n'abordera pas, parce que... Pourquoi pas les aborder? Vous avez peur de les aborder? Vous n'êtes pas en capacité de le faire? On n'a pas le temps aujourd'hui, c'est tout, on reviendra. Mais donc, ça serait plutôt sur les questions dites sociétales, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui nous rassemble, effectivement, c'est la défense sourcilleuse de la France qui est au bord de la réalisation de ce que j'ai, dès 1980, appelé le génocide français. Et là, je m'aperçois que ce que je disais, le génocide français, avec, au fond, ces deux piliers, la dénatalité et l'immigration, l'islamigration, et ce génocide français va à vitesse accélérée aujourd'hui sous régime macronien. Pour s'entendre, il faut abandonner, par exemple, vos points de vue sur les questions sociétales de façon à faire un front commun.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les deux sujets essentiels, c'est l'invasion migratoire et c'est l'islamisation de la France. Il faut s'entendre sur ce minimum. Et j'ai envie de dire, si nous avons la chance, et on va tout faire pour ça, de gagner cette bataille, on aura bien le temps de polémiquer après. Pour moi, le mariage homosexuel, c'est une question secondaire. Pour moi, la question... Pour moi... Ah non, moi je suis contre. Vous confondez avec Christine Tazin. Moi, je suis totalement contre le mariage homosexuel. Par contre, je suis pour le droit à l'IVG, peut-être pas tel que c'est devenu. Je suis pour la politique nataliste de Viktor Orban. Je ne suis pas d'accord quand on dit... C'est pour ça qu'on est très proche. Je ne suis pas d'accord quand on dit 200 000 immigrés de plus, 200 000 IVG, c'est le grand remplacement. Quand on résume ça à ça, je ne suis pas d'accord. Par ailleurs, je trouve que c'est des questions qu'on aura la chance d'approfondir, je l'espère, quand on aura gagné la bataille essentielle. Oui, vous pouvez répondre, vous êtes mis en cause. Non, très peu finalement. J'accepte. Je considère avec faveur ce qu'il dit, qui montre bien les dynamiques de rapprochement. Aujourd'hui, il y a une bombe à retardement qui menace d'exploser. Un jour, très vite peut-être. C'est la bombe à retardement algérienne. Lorsque Bouteflika, qui est la momie Titous, tassera définitivement sa pipe, là, ce sont des millions d'Algériens, 42 millions d'habitants en Algérie aujourd'hui, dont 50% à peu près, me dit-on, sont islamistes et 50% ne le sont pas. On a là tous les ingrédients donc, pour une déflagration terrible qui viendra sur notre sol. Et là, évidemment, on n'en parle pas au grand débat de monsieur. Or, quel est le problème? Ce n'est pas tellement la tsunami-migration, c'est notre dénatalité. Et sur cela, je ne lâche pas non plus. Quand je regarde mes 17 petits-enfants, je me dis, les malheureux petits gosses, hein, quel avenir est le leur? Et donc, oui, le danger de l'immigration est d'autant plus que nous ne faisons plus d'enfants. Et la gauche devint la putain de l'islam. Vous avez fait le choix, Pierre Cassan, de cibler, passer à la sulfateuse, écrit Brésinfo, nos confrères de Brésinfo, 12 personnalités de gauche, peu d'élus, et aussi beaucoup de recalés. Hein. Oui, alors, beaucoup de recalés. Mais oui, j'ai vu le fils Geoffrin, Valls, Boniface, Hamon, Mamère, Bianco. Alors, le choix des 12, vous avez dit d'ailleurs le 12 comme les 12 apôtres. Je suppose que c'était peut-être un petit amusement pour Bernard Anthony, non? Non, il y en a également qui ont parlé des 12 salopards. Hein, oui. Mais moi, j'ai pas dit ça. Mais il y en a qui ont dit ça. Vous l'avez écrit. C'est vrai. Bon. Donc ces 12-là, pourquoi ce choix? J'avais commencé à 10. Et puis 10, ça m'énervait qu'il y ait 2 recalés quand même. J'avais envie qu'ils y soient, et notamment Plenel. Sur les 10 premiers, je n'avais pas choisi Plenel. Et je me suis dit, c'est pas possible que Edoui passe à travers. Donc j'en ai mis 11, mais je me suis dit 11, c'est une équipe de football, c'est pas un contron. Allez, on va à 12. Et la 12e, ça a été Schiappa. Rien sur cela, je bois du petit lait, parce que Plenel, comme je disais à Pierre, c'est l'homme de ma vie. Ça alors alors, quel scoop! S'il n'y avait pas eu Plenel me diffamant sur une pleine page du journal Le Monde en 1982, 3, pardon, si je n'avais pas eu Plenel à la 17e chambre, donc disant à Plenel, regarde-moi droit dans les yeux, et il baissait les yeux, il savait qu'il avait menti, Plenel. Et Plenel a fait basculer ma vie, somme toute, par sa diffamation dans Le Monde, me prétendre des propos antisémites. J'ai remporté à la suite de toi 12 procès. Et vous voyez, tout le monde n'a pas cette chance de tomber sur un Plenel. Ah, il m'a fait passer de mauvais moments, Plenel. Parce que quand on a Le Monde contre soi, quand on a Anne Sinclair sur TF1, que je finis par faire condamner et obtenir d'elle 1 minute de droit de réponse, quand on a Servan-Schreiber, Astrolovic, qui vient de témoigner contre moi aussi, je bois du petit lait parce que là, il y a une bonne partie de ceux qui m'ont diffamé et je suis heureux d'être dans cette convergence avec Pierre. Alors Plenel, moi je ne l'ai jamais rencontré personnellement, c'est-à-dire finalement on n'est pas du même monde, on est de la même génération à 6 mois près je crois, mais Plenel il est du monde des chefs, moi je suis du monde un petit peu de la base. Plenel, il devient journaliste à Rouge, il devient, par ses intrigues, rédac-chef au Monde. Moi, j'ai été simplement un délégué qui n'a jamais été permanent, j'ai toujours milité à la base, déjà. Déjà, on n'est pas pareil, mais moi, Plenel, pour moi, il m'a fait illusion un temps de ma vie, parce que c'était le trotskiste qui luttait contre le stalinisme.
Or, le constat que je fais aujourd'hui de Plenel, c'est que c'est les pires méthodes staliniennes. C'est-à-dire que c'est le mec qui passe son temps à salir les gens qu'il n'aime pas. Benoît Reski, que vous avez reçu ici, a fait un superbe papier sur Plenel dans son dernier livre, peu importe. Mais donc, Plenel, pour moi, c'est le stalinien qui n'est pas au PC, mais qui répercute les pires méthodes staliniennes. Je pense que ça aurait été un mec parfait dans les grands procès de Moscou. Alors ce mec est un inquisiteur. Parce que Filoche, c'est un profil plus proche de vous, finalement, oui, alors, membre du Parti communiste, trotskiste, à la base. Gérard, c'est presque une histoire d'amour. J'entendais Bernard Anthony. C'est pas gagné, hein. Non, mais quand je dis une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui m'a longtemps fasciné. C'est un orateur hors pair. C'est vraiment un chauffeur de foule. C'est un mec qui parle très bien du monde du travail. Je dirais que c'est de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est autre chose que Mélenchon. Mélenchon, il connaît rien au monde du travail, je le cible. Mélenchon, il connaît que les apparatchiks syndicaux, il connaît que les combinations politiques, il connaît que ça. Filoche, il est à l'aise au milieu du monde du travail. Il prétend défendre les travailleurs, sauf qu'il leur colle l'immigration. Et je suis désolé, on ne peut pas prétendre défendre les travailleurs en période de chômage de masse. Quand on dit qu'il y a 6 millions de chômeurs, quand on dit qu'il y a 10 millions de pauvres, on ne peut pas défendre les travailleurs en continuant à leur imposer une immigration qui touche les salariés les plus faibles, les salariés du privé. Et en ce sens, je dis que Gérard, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels sur la défense des travailleurs, ou se trompe, et c'est vraiment embêtant à son âge, ou est un imposteur. Marlène Schiappa, Bernard Anthony, est-ce qu'elle mérite autant de déshonneur? Elle mérite aucun honneur, en tout cas. Mais c'est pas une jolie fille. Et finalement, elle est la fille de son père, de la libre pensée. Trotskiste-lambertiste. Trotskiste-lambertiste. Laissons Schiappa. Ce que je voudrais dire... Elle fait partie Ah oui, du oui, lot, oui. Mais elle a été choisie en 12e. Hein. Ça a vraiment été en choisie en 12e par Pierre. Vous ne l'auriez pas choisi, en fait. Non, peut-être pas, parce qu'on a chacun son panel, si je puis dire. Non, ce que je voudrais dire à Pierre, c'est qu'il n'a pas une bonne connaissance du trotskisme. Parce que l'homme qui va créer la Tchétcha, avec Dzerzhinsky, c'est cet homme diabolique. Parce que je comprends qu'on puisse ne pas croire en Dieu, mais ne pas croire au diable, c'est vraiment très difficile. Et lorsque on tombe sur la création de la Tchétcha, le bras droit de Trotsky et Dzerzhinsky, donc cet homme-là qui va à la Loubianka créer ce centre de torture, qui va préfigurer tous les centres de torture de Pol Pot, de Mao, etc. Non, Trotsky, je connais le coup d'accordéon sur Trotsky. Ça ne tient pas la route du tout. Trotsky était un homme d'une cruauté insigne, mais je pense que le lénino-stalinisme est aussi, et pas plus affreux que le lénino-trotskisme. Je sais que je le choque, mais tant pis. Pas du tout. Pas du tout, Bernard. Simplement, j'ai envie de dire, un siècle plus tard, moi, il y a une phrase de Trotsky que je retiens et que je recommande à tous les militants de notre mouvance anti-immigrationniste. On demandait au lendemain de la révolution d'octobre à Trotsky si, avec la révolution, on avait le droit de ne pas travailler. Et Trotsky avait cette réponse extraordinaire, il disait absolument, on a le droit de ne pas travailler, mais on a le droit de ne pas manger. Par rapport à tous ceux qui défendent l'assistanat, par rapport à tous les immigrationnistes, je recommande cette phrase du grand prophète, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Grand prophète. Pour ce qui est de Trotsky, oui, grand prophète de malheur. Bon, il a terminé sa vie, le crâne fendu par un coup de piolet que lui avait envoyé un agent de Staline. Raoul Mercader. Raoul Mercader, on a nos, comment dirais-je, nos sources communes. Mais donc, le trotskisme a été une illusion, alors que Lénine est le monstre qui enfante deux abominables, Trotsky et Staline. À part que Staline a eu la chance, si je puis dire, pour lui d'arriver au pouvoir, tandis que Trotsky a été éliminé. Mais c'était les mêmes. Et ça a enfanté Mao, parce que Mao, c'est quoi? C'est un enfant adultérin de Trotsky et de Staline. Moi, je ne suis pas là pour défendre Trotsky. Les trotskistes ont été des années de votre vie. Des années de votre vie. 5 ans. Oui. 5 ans, voilà, j'aime bien le livre de Patrick Goffman, Le trotskisme dégénéré. Je me suis régalé à lire ça.
J'ai trouvé, allez, pour conclure, malheureusement, un indubitable et historique point commun entre vous deux. Encore un? Ah oui, alors là, c'est facile. C'est la vie et une vie menée contre les procès et contre les menaces diverses. Vous avez été assaisonnés l'un et l'autre par les procès et par ce que l'on appelle ici la patrouille, qui ne vous a jamais lâché, qui ne vous lâche toujours pas. C'est ce que ça fait une fraternité de combat, de guerre. Et lorsqu'on peut voir sur le site lundi matin, pendez la griffe, hein, parce que nous avons la griffe à porter plainte contre donc Nick Conrad, pendez les Blancs. Et là, nous bataillons sur ce procès-là, pendez la griffe. Mais voilà, ça continue. Ben, nous ne nous laisserons pas pendre. Persécutés de tous les pays, unissons-nous. Et moi je dis... Et ça, vous dites dans l'ouvrage, vous dites quand même que, oui, ben, la persécution, mais que tant que vous avez votre famille, que vous avez la santé, oui, et que vos amis s'inquiètent plus que vous. C'est vrai. C'est vrai, on a un côté... C'est compliqué à vivre, tout ça. Non, on a la chance avec Christine, avec qui je partage ma vie. J'ai envie de dire de ne pas être ébranlé par ça. C'est-à-dire qu'avant un procès, on est capable de s'endormir à 11h du soir et de passer une nuit tranquille, d'arriver au tribunal sans avoir la boule au ventre et vraiment d'être très serein. Et j'ajoute par rapport à Bernard, moi je trouve que la persécution dont nous sommes l'objet finit par permettre à des gens qui se haïssent sur un ensemble de choses, je ne parle pas de Bernard, hein. Moi je me suis retrouvé moi dans un procès avec Hervé Ryssen. Hervé Ryssen passait avant moi et je passais après. Pour qui connaît Hervé Ryssen, on n'a pas tout à fait les mêmes priorités de combat et tout. Et malgré tout, le fait que moi je trouve pas normal qu'un Hervé Ryssen, qu'un Soral se retrouve au tribunal et se retrouve condamné. Et pourtant on s'aime pas, on défend les... Moi je vois pas du tout le complot juif dans mon combat, tout ça, mais il n'empêche, à un moment donné, il y a une espèce de solidarité des persécutés. Ce qui n'empêche, on continuera à s'allumer sur d'autres choses. Mais le fait de se retrouver devant les mêmes, pour des raisons aussi scandaleuses, bah, ça rapproche des gens différents. C'est vrai. Bernard Anthony, vous avez 20 secondes pour une conclusion. Ben, une conclusion, c'est que nous avons au moins en commun une priorité de constatation des dangers. Je pense que mon observation est plus large que la sienne, en toute amitié pour Pierre. En aucun cas, évidemment, la haine n'est dans nos combats. Je crois, mais sans mérite, parce que je suis fermé à cela. C'est comme ça, ne haïr à peu près personne, sauf les abominables assassins, tortionnaires que l'on veut, etc. Mais je crois beaucoup à la nécessité du rassemblement. J'ai lu ce livre attentivement et j'ai cru comprendre finalement un grand rapprochement au-delà même des combats évoqués. Et il y a quelque chose d'essentiel. Je tiens à lui rendre hommage, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là. J'ai retrouvé là, par moments, la plume de mon cher Léon Daudet. Et rien que cela, c'est un grand hommage que je rends à Pierre Cassin. Pierre Cassin, Léon Daudet, là, on vous aura tout fait, mais c'est un compliment. L'islam ou la soumission au prophète de Bernard Anthony aux éditions Godefroy de Bouillon, et puis Pierre Cassin, et la gauche devint la putain de l'islam aux éditions Riposte laïque. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau de TV Liberté. Merci. Merci, Alville.